De manière étrange, Jacques Prévert est souvent passé pour le poète des enfants et des petites fleurs. Pourtant, derrière ce mythe, se cache un des artistes français les plus engagés et les plus subversifs du XXe siècle. Prévert a été sa vie durant de tous les combats pour la liberté, et toujours insoumis, toujours libre de toute forme de hiérarchie ou d'autorité. Aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Le poète, ça court les rues, et tout le monde court les rues. C'est-à-dire un type qui écrit des poèmes, quelqu'un qui écrit des poèmes, des fois c'est beaucoup moins bien qu'un type qui est sous comme une vache et qui dans la rue des choses extraordinaires. Si vous êtes poète populaire, ou vous êtes le grand poète, ou petit poète, c'est toujours la grandeur. Hein. Voilà, la grandeur, la grandeur, la grandeur. Hein. Et comment vous voyez-vous en tant que poète? Moi, je m'en fous, moi, ça, je me vois pas du tout comme ça. C'est comme vous me demandez comment je vois les gens qui me regardent. Je les vois pas. Moi, je vous regarde, vous, téléspectateurs. Hein. J'ignore comment vous me voyez, si ça vous intéresse, ou qu'est-ce que vous pensez de ce que je vous dis. Personnellement, je suis très poli. Je m'en moque éperdument. Je suis faite pour plaire et n'y puis rien changer. Mes lèvres sont trop rouges, mes dents trop bien rangées, mon teint beaucoup trop clair, mes cheveux trop foncés. Et puis après, qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis comme je suis, je plais à qui je plais. Je suis comme je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, je ris aux éclats. J'aime celui qui m'aime, est-ce ma faute à moi si ce n'est pas le même que j'aime chaque fois? Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de moi? L'entrée de Jacques Prévert dans la vie artistique commence à Montparnasse. Le Montparnasse des années 20, c'est le Montparnasse des années folles. Après cette période d'horreur que fut la Première Guerre mondiale, la jeunesse se défoule et rejette toutes les conventions bourgeoises du siècle précédent. Les artistes du monde entier viennent goûter le vent de liberté et de joie qui y règne. Fujita, Pasquine, Soutine, Man Ray, Picasso. Les femmes raccourcissent leurs cheveux et leurs jupes. On danse et on s'aime au rythme du Charleston. Prévert, qui revient de son service militaire, où il a passé pas mal de temps au trou pour désobéissance, s'installe au 54 rue du Château, avec celui qui était souvent son gardien de prison, le caporal Marcel Duhamel, et un autre copain rencontré au régiment, Yves Tanguy. Rue du Château, c'était plutôt des anards, quoi. C'était des anartistes. C'était Prévert, par exemple, qui était un des grands maîtres, je dirais, de la rue du Château. C'était un anard absolu, avec Marcel Duhamel, qui n'avait pas encore fondé la série noire et qui vivait de l'argent de ses parents, de sa famille. Il avait un hôtel et il faisait vivre un peu tout le monde. Voilà. Marcel Duhamel, c'était le seul qui travaillait, les autres ne faisaient rien. Et on vivait magnifiquement bien. Et on attendait le soir que Duhamel revienne. Et il revenait avec des plats somptueux. Alors tout le monde se jetait sur ça. Quelquefois, il arrivait à minuit, par exemple. Alors tout le monde attendait. Et qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi il ne vient pas? Mais il devrait se dépêcher. C'est qu'on l'attend. Enfin, c'était des choses comme ça. À l'époque de la rue du Château, en effet, Prévert n'écrivait pas. Prévert était soutenu financièrement par son ami Duhamel, et leur grand jeu, c'était, encore une fois, c'était la déconnade, quoi. Ils n'arrêtaient pas de déconner. Enfin, les blagues et les farces de Prévert sont absolument inouïes et permanentes.
À cette époque, on parle beaucoup aux terrasses du Dôme et de la Rotonde de ce mouvement littéraire né à Zurich en 1916, qui refuse la guerre, la religion et toute forme d'autorité. C'est Dada. En 1924, Breton, dans la lignée provocatrice de Dada, publie avec ses amis Éluard, Soupeau et Aragon un Cadavre, terrible pamphlet contre l'écrivain Anatole France, jugé trop bourgeois par ces jeunes enragés, au moment où l'État lui organise des funérailles nationales. Ce sera un scandale retentissant. Quelques mois plus tard, paraît l'acte fondateur de ce groupe, le Manifeste du surréalisme. Nous avons connu les surréalistes, ça se passait à Montparnasse, bien entendu. Nous étions là à déjeuner dans un bistrot, je me souviens, avec Tanguy Prévert, et nous voyions passer un petit gars qui faisait un petit peu snob comme ça, mais avec une martingale, vous savez, un veston en martingale. Alors, comme nous étions un peu ronds, ce qui nous arrivait parfois, Jacques Prévert disait qui c'est ce niard-là, en fait. Et il commence à l'interpeller. Et Fels lui dit, mais non, c'est un surréaliste. Et très important, c'était Robert Desnos. Et nous avons fait sa connaissance, parce que nous étions déjà attirés, bien entendu, par le surréalisme. Et dès lors, Desnos par Desnos, nous avons connu Benjamin Perret, puis André Breton, nous sommes allés chez lui un soir, et tous les surréalistes. Et finalement, ils ont tenu pas mal de réunions chez nous, parce que toutes les réunions se tenaient rue du Château. Oui. Au début, nous étions simples spectateurs, presque petit à petit, tout le monde a participé, puisque nous étions là. Tout ce qui était jeune et créatif à l'époque avait à un moment donné un rapport avec le surréalisme. Tout ce qui était contestataire avait un rapport avec le surréalisme. Il faut se souvenir que le surréalisme est né quand même sur les décombres de la Première Guerre mondiale. Il est né d'ailleurs pendant la Première Guerre mondiale, si on admet que le dadaïsme a préfiguré le surréalisme. Mais c'est quand même un mouvement contre la guerre, contre les violences, la boucherie qui a été 14. Et là, évidemment, Prévert on ne peut que retrouver Prévert dans cette... voilà. J'ai mis mon képi dans la cage et je suis sorti avec l'oiseau sur la tête. Alors on ne salue plus, a demandé le commandant. Non, on ne salue plus, a répondu l'oiseau. Ah bon? Excusez-moi, je croyais qu'on saluait, a dit le commandant. Vous êtes tout excusés, tout le monde peut se tromper, a dit l'oiseau. Prévert participe quelques années au mouvement surréaliste. Puis, lassé de l'intransigeance quasi dictatoriale de Breton, il claque la porte et organise avec les dissidents du groupe une contre-offensive contre celui qu'ils appellent le pape. Ce sera la publication en 1929 d'un Cadavre, reprise sarcastique du pamphlet contre Anatole France, paru 5 ans plus tôt. Breton virait les uns après les autres les disciples, ses anciens disciples qui faisaient montre d'un peu de liberté. Et à un moment donné, il a exclu du mouvement surréaliste la bande de Roger Vaillant, les frères simplistes et Roger Vaillant, et c'est à la suite de ça que Prévert et d'autres se sont révoltés et ont écrit un Cadavre, c'est-à-dire une lettre très très violente contre Breton, et la rupture du surréalisme avec le surréalisme date de cette époque. Je précise qu'il y avait une autre raison, c'est que s'est posé le problème du communisme et de l'adhésion au communisme assez rapidement dans le mouvement surréaliste. Certains étaient pour, comme Aragon, qui est resté communiste très longtemps, stalinien pur et dur, même en mai 68. Breton, qui a été pendant un temps assez fasciné par le Parti communiste, et d'autres, ceux que j'appelle les anarchistes, comme Prévert, qui ont absolument refusé de s'embrigader dans un mouvement politique, quel qu'il soit. La grande phrase de Prévert qui me fait toujours rire, c'est il disait « Je ne vais pas m'inscrire au Parti communiste, on me mettra en cellule ». C'est après sa rupture avec le surréalisme et la fin des années heureuses de la rue du Château que Prévert commence à écrire ses premiers textes au ton violemment anarchiste et anticlérical, qu'on retrouvera 15 ans plus tard dans Paroles. Notre Père qui es aux cieux, restez-y. Et nous resterons sur la terre qui est quelquefois si jolie, avec ses mystères de New York et puis ses mystères de Paris,
qui valent bien celui de la Trinité. Avec son petit canal de l'Ourcq, sa grande muraille de Chine, sa rivière de Morlaix, ses bêtises de Cambrai, avec son océan Pacifique et ses 2 bassins aux Tuileries, avec ses bons enfants et ses mauvais sujets, avec toutes les merveilles du monde qui sont là, simplement sur la terre, offertes à tout le monde, éparpillées, émerveillées elles-mêmes d'être de telles merveilles et qui n'osent se l'avouer, comme une jolie fille nue qui n'ose se montrer, avec les épouvantables malheurs du monde qui sont légions, avec leurs légionnaires, avec leurs tortionnaires, avec les maîtres de ce monde, les maîtres avec leurs prêtres, leurs traîtres et leurs reîtres, avec les saisons, avec les années, avec les jolies filles et avec les vieux cons, avec la paille de la misère pourrissant dans l'acier des canons. Il avait grandi dans un milieu, non pas religieux directement, mais enfin, son père n'avait pas vraiment réussi, comme on dit, dans la vie. Il était surnommé Père Picon. Il buvait beaucoup. Et le grand-père paternel, c'était un type de la haute, un riche. Il s'appelait Auguste. Jacques l'avait surnommé Auguste le Sévère. Il était terrible. Il faisait sans arrêt des reproches à son fils. Et il était président d'un truc qui s'appelait quelque chose comme l'Office central catholique du secours aux pauvres de Paris. Il envoyait le père de Jacques pour vérifier si les pauvres, dans les quartiers pauvres de Paris, c'est-à-dire dans tout le nord-ouest de Paris, pour voir s'ils méritaient, s'ils se conduisaient bien, s'ils méritaient l'aide qu'on leur apportait. Donc quand Prévert raconte ça, il raconte qu'il découvre le Paris populaire, qu'il découvre la pauvreté, la générosité de ces gens humbles. Il découvre le peuple, lui il est né à Neuilly. Donc ce qu'il raconte de son enfance, ce sont toujours les moments festifs, les moments agréables, les moments où il rencontre des êtres humains, mais qui ne ressemblent pas à ces personnages terriblement contraints que sont sa famille. Parce que c'est quand même terrible que son père soit obligé de travailler pour son grand-père. Son père qui est une sorte de petit bourgeois qui peu à peu a perdu ses moyens d'existence. Je crois que cette enfance dont il a raconté les côtés clairs avait beaucoup de côtés sombres. Jacques a grandi dans cette ambiance qu'il a détestée. Plus tard, sous l'influence du grand-père qui quand même faisait vivre un petit peu son fils et la famille du fils, donc il a fallu inscrire les enfants, Jacques et son frère Pierre, et un 3e frère qui est mort très jeune, à l'école. Donc il a fallu les mettre dans une école catholique, je crois. Alors, toute son œuvre est empreinte de cela. Mais il avait des raisons très profondes de détester la religion, et surtout les clercs, surtout ceux qui en font profession, surtout ceux qui... Voilà. Tout ce qui était défendu venait des prêtres. Et donc j'étais content qu'on leur tape dessus, mais d'une façon, je vous dis, joyeuse et festive. Prévert, c'était l'anti-curé festif. Et ça me plaisait beaucoup, parce que moi, j'essayais de faire des dessins de mon côté, dans le même esprit que les siens, avec des soutanes, des porte-jartelles. Je les ridiculisais plutôt que de leur planter des crucifix dans le dos avec du sang, quoi. Il disait des trucs, quand sa fille venait l'emmerder, elle avait 8-10 ans, elle dit hey, « Casse-toi, si t'es pas sage, t'iras au ciel. » Oui, il disait, dans toutes les églises, il y a toujours quelque chose qui cloche. Donc c'est vrai que ça, c'était l'humour, ça, c'était la saillie. Mais profondément, ce qu'il détestait dans la religion, c'était qu'au nom de la foi, on essaie de soumettre les gens, de les faire marcher au pas, de les faire aller là où ils ne voulaient pas obligatoirement aller, de leur donner des règles qu'ils n'avaient pas choisies. Il a ressenti l'Église et l'éducation qu'il a reçue comme une forme de violence. Il a ressenti la pauvreté qu'il a découverte dans son enfance comme une forme de violence.
je crois que toutes les contraintes, tout son combat pour la liberté, pour toutes les formes de liberté, c'est un combat contre toutes les violences subies par les humains. C'est-à-dire par les gens qui sont en situation de faiblesse en face des forts. On essaye de faire de Prévert, puisqu'il est le poète le plus lu du XXe siècle, les patati et patata, qu'ils l'ont même mis dans la Pléiade et tout ce qui s'ensuit, d'en faire un poète, entre guillemets, un peu pour enfants, un peu pour gentils, voilà, la poésie, les contes. Il a beau avoir écrit les contes pour enfants passage, on le prend pas au pied de la lettre, on le prend pas au mot, et on a tort. Il préférait les enfants passage. Il était très violent par rapport aux enfants opprimés, il était très violent par rapport à la faim dans le monde. Ça lui inspirait des réactions très violentes, et sa réaction principale, quand même, c'était son discours parlé et écrit, et ses films, et ses chansons, et tout ça, c'est resté là. Voilà. Et moi, je trouve que chacun doit aller voir de quoi cette violence est faite, parce que c'est vachement bien. Le soleil brille pour tout le monde, il ne brille pas. Dans les prisons, il ne brille pas. Pour ceux qui travaillent dans la mine, ceux qui écaillent le poisson, ceux qui mangent la mauvaise viande, ceux qui fabriquent les épingles à cheveux, ceux qui soufflent vide les bouteilles que d'autres boiront pleines, ceux qui coupent le pain avec leur couteau, ceux qui passent leurs vacances dans les usines, ceux qui ne savent pas ce qu'il faut dire, ceux qui traient les vaches et ne boivent pas le lait, ceux qu'on n'endort pas chez le dentiste, ceux qui crachent leurs poumons dans le métro, ceux qui fabriquent dans les caves les stylos avec lesquels d'autres écriront en plein air que tout va pour le mieux. Ceux qui en ont trop à dire pour pouvoir le dire, ceux qui ont du travail, ceux qui n'en ont pas, ceux qui en cherchent, ceux qui n'en cherchent pas, ceux qui donnent à boire aux chevaux, ceux qui regardent leurs chiens mourir, ceux qui ont le pain relativement hebdomadaire, ceux qui l'hiver se chauffent dans les églises, ceux que le Suisse envoie se chauffer dehors, ceux qui voudraient manger pour vivre, Jacques Prévert est un homme libre, mais profondément malheureux, profondément désespéré. Et je crois qu'on ne comprend pas son œuvre si on ne comprend pas ça. Mais quand je parle de désespoir, je ne parle pas de désespoir métaphysique, je ne parle pas de mal-être. Je parle de désespoir quant à la façon dont les humains ont de se conduire dans ce monde. Étranges étrangers, Kabyles de la Chapelle et des quais de Javel, hommes des pays loin, cobayes des colonies, doux petits musiciens, soleils adolescents de la porte d'Italie, boumillants de porte de Saint-Ouen, apatrides d'Aubervilliers, brûleurs des grandes ordures de la ville de Paris, ébouillanteurs des bêtes trouvées mortes sur pied, au beau milieu des rues. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce texte Étranges étrangers. C'est le mot par lequel commence le poème. C'est le mot kabyle. Prévert, qui est un homme de Paris, qui aimait tout Paris, les quartiers, les rues, les bistrots, le métro. Le métro était creusé par des Kabyles, parce que la première émigration économique, puisqu'on parle d'étranges étrangers, la première immigration économique, ce sont des Kabyles, pas des Algériens.
des Kabyles. Parce que ce sont les Kabyles en Kabylie, en petite et en grande Kabylie, qui n'avaient plus rien à bouffer. C'est eux qui ont accepté de venir travailler, faire ces travaux de force en France. Pour le Breton d'origine qu'il est, sachant que des Bretons ont émigré à Paris aussi pour bosser, que fils d'une Auvergnate, on sait que les Auvergnats sont venus aussi à Paris pour bosser, c'est assez logique que Prévert soit sensible à l'immigration, mais il a effectivement une précision de laser quand il la nomme. Et dans ce texte, il sait ce que ça veut dire, il a compris ce que ça voulait dire qu'il y a de l'immigré, où il dit « vous qui avez défendu en souvenir de la vôtre la liberté des autres ». Et il dit vous êtes de la ville, vous êtes de sa vie, même si mal en vivez, même si vous en mourrez ». Donc là aussi, on est dans la prise de conscience et la fraternité avec les plus faibles, avec ceux qui souffrent le plus de l'organisation sociale. Maintenant, c'est les sans-papiers qui souffrent et qu'on les flics au cul, quoi. C'est des gens qui bossent, c'est fou, ça, quand même, qui parlent français, qui sont là depuis... Des fois, il y a des mômes qui vont à l'école. Donc tout ça est tellement dégueulasse que c'est vrai que ça... Prévert, il serait aussi choqué de voir ça, quoi. Il pourrait même pas imaginer que ça existe encore maintenant. Si on pensait que toute cette époque était révolue, quand même, un peu, enfin, on espérait, en tout cas. On dit toujours plus jamais ça, mais ça continue de plus belle, je trouve. On ne peut pas imaginer aujourd'hui que des gens... Picasso n'avait pas de papier, quand même. Apollinaire n'avait pas de papier. C'était des sans-papiers. C'était des gens qui n'avaient pas la nationalité française à l'époque. Et quand il y a eu le drame, l'histoire du vol de la Joconde, on ne va pas raconter ça parce que c'est trop long, mais à un moment donné, ils ont été menacés par la police. Et leur crainte, c'était ça, d'être expulsés de France. Ils ne l'ont pas été. Apollinaire a quand même fait 40 jours de prison, ou je ne sais pas combien, ou 20 jours de prison. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer que des artistes venus d'ailleurs, sans travail, sans papier, viennent en France et puissent y vivre pendant 20 ans. Ça, c'est inimaginable. Et moi, je pense que ça a tué le rôle qu'a joué Paris pendant si longtemps au niveau des artistes. Je pense que Paris a perdu son rôle de capitale des arts, c'est quand même la capitale du monde. Tout le monde venait à Paris. Après, ça a été New York. Et je pense que la raison pour laquelle Paris a perdu ce statut-là, c'est pour cette raison-là. C'est à cause de ça. Fermeture sur elle-même. La défiance à l'égard des brassages de culture, alors que le brassage des cultures, c'est quand même ce qu'il y a de plus beau au monde. Le surréalisme, c'est ça. Le cubisme qui est né à Paris, c'est ça. Et tous les mouvements artistiques sont faits de brassage, de rencontres, de culture, de mélanges, etc. À partir du moment où vous asséchez les mélanges, la culture change. Et elle est forcément moins universelle, en tout cas. Au début des années 30, la France et toute l'Europe sont touchées de plein fouet par deux fléaux terribles. La crise économique venue des États-Unis, qui jette des millions de travailleurs dans la misère, et sa conséquence immédiate, la montée du fascisme et du nazisme. En 1932, en réaction à ces dangers, Jacques Prévert décide de s'engager auprès d'une troupe de théâtre ouvrier d'agitation propagande. Ce sera le groupe Octobre. Dans les années 30, qui étaient des années de grande activité politique, il y a eu la montée du nazisme et aussi la montée de l'antinazisme, simultanément bien sûr. Et Prévert avait été contacté par un groupe ouvrier qui s'appelait le groupe Prémisse, je crois, à l'époque, et qui très vite est devenu le groupe Octobre, qui a demandé des textes à Prévert. Et Prévert a fait des textes, et il a adoré cette période de sa vie par la suite. Et c'était une époque où il travaillait très vite. Il a toujours travaillé assez vite d'ailleurs. Et donc, il y avait tel événement, il l'apprenait, il écrivait, et en général, le jour même ou le lendemain, c'était en répétition, c'était joué devant, en général, un public populaire, un public d'ouvriers, dans des usines, dans la rue, dans des ceci, dans des cela, au Balbulier, ou que sais-je, et il a gardé ça toute sa vie. Un jour, j'apprends qu'il y avait une grève qui venait de déclencher chez Citroën. J'avais cet avantage, comme j'étais à l'hôtel de ville, moi j'avais le téléphone gratuit. J'alerte les copains et j'alerte surtout Prévert. Il devait être 2 heures de l'après-midi et je dis à Jacques, il y a une grève chez Citroën, il faut nous faire un texte sur Citroën. Bon, Citroën, c'était une usine modèle, si on voulait, à l'époque, aussi bien au point de vue pour l'économie, l'invention des voitures qui s'y faisaient. Donc c'était un espèce de fleuron de l'industrie française. Par contre, c'était une usine où le travail était très dur, où il y avait beaucoup d'accidents de travail,
où les patrons étaient intransigeants, ne faisaient aucune concession, et c'était une usine très très dure. Il y a eu une campagne qui a duré pendant des mois et des mois, dans les journaux de gauche et en particulier dans l'Humanité. Il y a des pages complètes à des moments contre Citroën. Chaque fois qu'il y a le plus petit événement qui se passe chez Citroën, c'est noté. Enfin vraiment, si vous voulez, c'est l'ennemi de classe. Ça symbolise l'ennemi de classe. Donc autrement dit, tout le monde est contre Citroën. À un moment, Citroën se met en grève à la suite d'une altercation qu'il y a entre un ouvrier et un contremaître. Là, ça fait tache d'huile. Tout d'un coup, les gens se mettent en grève. Il y a un atelier qui se met en grève. Les gens le savent, et tout d'un coup, en 15 jours, 3 semaines, tout est bloqué chez Citroën. À la porte des maisons closes, c'est une petite lueur qui luit, quelque chose de faiblard, de discret, une petite lanterne, un quinquet. Mais sur Paris endormi, une grande lueur s'étale, une grande lueur grimpe sur la tour. Une lumière toute crue, c'est la lanterne du bordel capitaliste, avec le nom du taulier qui brille dans la nuit. Citroën, Citroën, c'est le nom d'un petit homme avec des chiffres dans la tête, un petit homme avec un drôle de regard derrière son lorgnon, un petit homme qui ne connaît qu'une seule chanson, toujours la même, Bénéfice net, une chanson avec des chiffres qui tournent en rond, 300 voitures, 600 voitures par jour, trottinette, caravane, expédition, auto-chenille, camion, bénéfice net, millions, Citroën, Citroën. Même en rêve, on entend son nom. 500, 600, 700 voitures, 800 auto-camions, 800 tanks par jour, 200 corbillards par jour, 200 corbillards. Et que ça roule. Il sourit, il continue sa chanson. Il n'entend pas la voix des hommes qui fabriquent. Il n'entend pas la voix des ouvriers. Il s'en fout, des ouvriers. Un ouvrier, c'est comme un vieux pneu. Quand il y en a un qui crève, on n'entend même pas crever. Citroën n'écoute pas. Citroën n'entend pas. Il est dur de la feuille pour ce qui est des ouvriers. Pourtant, au casino, il entend bien la voix du croupier. 1 million, monsieur Citroën, 1 million. S'il gagne, c'est tant mieux. C'est gagné. Mais s'il perd, c'est pas lui qui perd. C'est ses ouvriers. C'est toujours ceux qui fabriquent qui, en fin de compte, sont fabriqués. Et le voilà qui se promène à Deauville. Le voilà à Cannes qui sort du casino. Le voilà à Nice qui fait le beau sur la promenade des Anglais avec un petit veston clair. Beau temps aujourd'hui. Le voilà qui se promène, qui prend l'air. À Paris aussi, il prend l'air. Il prend l'air des ouvriers. Il leur prend l'air, le temps, la vie. Et quand il y en a un qui crache ses poumons dans l'atelier, ses poumons abîmés par le sable et les acides, il lui refuse une bouteille de lait. Qu'est-ce que ça peut lui foutre, une bouteille de lait? Il n'est pas laitier, il est Citroën. Il a son nom sur la tour. Il a des colonels sous ses ordres, des colonels gratte-papier, garde-chiourme, espions. Les journalistes mangent dans sa main. Le préfet de police rampe sur son paillasson. Citron, citron, bénéfice net, millions. Aussi, le chiffre d'affaires vient à baisser. Pour que malgré tout les bénéfices ne diminuent pas, il suffit d'augmenter la cadence et de baisser les salaires. Baisser les salaires. Mais ceux qu'on a trop longtemps tondus en caniche, cela garde encore une mâchoire de loup pour mordre, pour se défendre, pour attaquer. Faire la grève. La grève. La grève. Vive la grève. Le groupe Octobre part en Union soviétique. Ils participent à un concours d'une pièce de théâtre et ils partent sur un bateau. Et sur le bateau, comme d'habitude, c'est-à-dire qu'ils chahutent. Il y a une scène que je trouve absolument assez incroyable, c'est quand ils arrivent à Hambourg. Ils sont sur un bateau quand même qui arbore le marteau et la faucille, c'est un bateau communiste. Et à côté, il y a les bateaux nazis, c'est-à-dire avec la croix gammée.
Et la bande d'Octobre, alors qu'on on est consigné sur le bateau, on n'a pas le droit de sortir, eux, ils sortent. Ils vont dans la ville, ils vont voir, ils reviennent ivres-morts sur le bateau, et ça ne les intéresse pas. On leur dit descendez pas, ils descendent. Quand ils arrivent en Union soviétique, on leur dit restez en rang, ils ne restent pas en rang. Prévert arrive là-bas et la première chose qu'il entend, c'est des cloches. Il se dit mais comment est-ce qu'on peut faire sonner des cloches dans un pays communiste, quoi. Enfin, donc toutes les contradictions sont révélées, et ils gagnent le concours, et quand ils repartent d'Union soviétique après avoir vu le pays, Prévert a absolument compris ce qu'était je ne dis pas le communisme, mais en tout cas le stalinisme, voilà. Et ça l'a vacciné à jamais, il n'aura jamais la tentation d'adhérer au Parti communiste à l'issue de ce voyage. Il y a une chose qui est frappante dans l'œuvre de Prévert, dans l'homme Prévert, c'est qu'il a toujours été du bon côté. Du bon côté de la barricade. Il n'a pas attendu le rapport Khrouchtchev pour être anti-stalinien. Il n'a pas attendu la déclaration de guerre ou l'invasion de la Russie pour attaquer le nazisme. Il a toujours été là où il fallait quand il le fallait. Alors, ses prises de position, il a été de bon ton à un moment de dire que c'était facile, que c'était... oui, c'était pas si facile. Ça, il n'y a pas tellement d'autres personnes qui les prenaient. Et d'autre part, qui les prenaient avec un tel bonheur et en ayant autant de succès. C'est quand même quelqu'un qui a osé, dans un grand magasin de Paris, sur les boulevards, dans le rayon des communiantes, dans la vitrine des communiantes, tout le monde passait sur le trottoir. Il a osé, en 1933, après l'avènement d'Hitler, il se promenait seul au milieu des mannequins, des communiantes, déguisés en Hitler, avec la mèche et la moustache. Alors, au moment où il y avait quand même des gens très sympathisants d'Hitler et de Mussolini dans les rues, il y avait quand même les ligues patriotiques en France qui tenaient le haut du pavé, il fallait un sacré courage. En 1936, le groupe Octobre se dissout lorsque tous comprennent que les espoirs suscités par le Front populaire seront de courte durée. À partir de cette date, Jacques Prévert se replie pour se consacrer uniquement à sa carrière de scénariste, commencée quelques années plus tôt avec L'affaire est dans le sac. Ce sera une décennie de travail intense, au cours de laquelle il signera quelques-uns des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma français. Alors, moi, je vois deux courants dans l'œuvre de Prévert. Il y a un courant qui est, disons, influencé par le goût du burlesque, de l'humour noir, de l'humour proprement dit, dont L'affaire est dans le sac est un titre fondateur. Et puis, il y a le Prévert qui s'intéresse aux gens du peuple, à la classe ouvrière, et qui va faire plusieurs films où les personnages principaux sont des ouvriers. Ça n'était pas tellement courant. Et Prévert et Renoir vont nous amener les premiers grands héros prolétariens dans le cinéma français. Les coopératives. Mais qu'est-ce que c'est que ça, les coopératives? C'est dérisoire, mon vieux, c'est de la foutaise. C'est la pagaille, je te jure. Tout le monde dirige. Le colleur d'affiche donne son avis. Ah, mais non, ce qu'il faut, c'est une autorité, c'est quelqu'un qui dirige, un homme, moi. Et puis si ça me plaît, je foutrais tout le monde à la porte. Vous n'avez fait que des saloperies ici. Il n'y a que depuis que vous êtes parti que ça marche. Vous voulez revenir pour te foutre par terre? C'est bien dommage que je sois pas mort, hein. Tu devrais me tuer. Ah oui. Qui vous regretterait? Mais les femmes, mon vieux.
quand le groupe Octobre commence à flancher et disparaît, les textes pour le cinéma deviennent très politiques. C'est M. Lange, qui d'ailleurs est encore dans l'époque optimiste d'une éventuelle révolution, hein, puisque dedans, ce sont les ouvriers qui gagnent dans l'histoire. Et après, quand le groupe Octobre est mort et que la 36 est mort, ça devient très pessimiste. C'est Quai des Brumes, 7 jours se lèvent. On peut imaginer Quai des Brumes est aussi beau avec une fin optimiste. Pourquoi ça se termine mal? Parce que il va y avoir la guerre. C'est tout. Pourquoi dans le jour se lève, c'est la même chose? Où finalement, c'est le désespoir pour tout le monde. Il n'y a plus le petit optimisme qu'il y a dans les textes les plus violents de Prévert. Parce que quand il se bat pour Citroën, il se bat pour des ouvriers qui doivent gagner contre Citroën. Tandis que contre la guerre, on ne peut rien faire. Écoute, nous sommes 3 et t'es tout seul. 3? Et tu sais pas compter, mon petit bonhomme. Qu'est-ce? Ah, parce que tu comptes sur le gros, là, parce que vous deux, alors dis donc, c'est pas grand-chose. Ouais, je vais la laisser, oui. Ouais, un simple soldat qui donne des ordres. Allez, allez, tu vas te tirer. Excuse-moi, je suis un peu violente. On ne peut plus plaisanter, alors? Tu veux t'en aller? T'es pressé, maintenant? Allez, t'approche pas, tape pas, hein? Tape pas parce que, avec moi, je te préviens, hein? Fais attention, fais gaffe. Fais gaffe à quoi? Hein? Fais gaffe à quoi? Tout à l'heure, tu voulais tout becter, puis maintenant, tu te dégonfles. T'es tout pâle, tu perds tes arêtes. Ah, t'es pas beau à voir, tu sais. Puis maintenant, je vais te donner un conseil, si tu me rends compte, hein. Et ben, change de trottoir. Et puis vite. Parce que sans ça, tiens, comme ça. Prévert va, chaque fois qu'il le peut, va essayer de glisser ses idées dans les films quand il peut passer la censure, qui est extrêmement dure et qui va également se renforcer avec les menaces de guerre. Là, c'est une censure qui ne plaisante pas, hein. C'était difficile de parler de grève à l'époque. On ne voulait pas, il ne fallait pas critiquer l'armée, il ne fallait pas critiquer la police. La censure était extrêmement stricte. Néanmoins, en effet, Prévert va prendre comme héros du Quai des Brumes un déserteur. Et là, c'est un acte qui va offenser aussi bien les conservateurs, les gens de droite, que les gens du Parti communiste. Et qui vont attaquer le film en disant on ne peut pas bâtir un film sur l'histoire d'un déserteur qui est en plus un meurtrier. D'une certaine manière, on s'en prend à la classe ouvrière. Et Prévert m'en a parlé de ça. Il m'a parlé des attaques extraordinairement fortes qu'on lui faisait subir parce que son héros était déserteur, on s'en prenait à la nation. Et d'une manière folle, ça deviendra un fantasme. On finira par dire à un moment que le Quai des Brumes et Gide sont les causes de la débâcle française. Le 3 septembre 1939, éclate la Deuxième Guerre mondiale après l'invasion des troupes allemandes en Pologne. Face à l'avancée nazie, Prévert décide en mai 1940 de fuir Paris pour le sud de la France avec sa compagne Claudie Carter, Brassailles et Cosma, dont il pressent qu'étant juif hongrois, il serait parmi les premières victimes de l'occupation allemande. Quelques mois plus tard, les premières mesures antisémites seront mises en place par le régime de Vichy. Et l'homme pense à la femme, et la femme pense à l'homme, rêvant chacun de son côté à la beauté d'un monde aujourd'hui disparu, d'un monde acceptable, simple, brutal et nu. Le cheval, comme ce monde, un instant évoqué, à son tour disparaît. Les femmes, dessinées par Brassailles, ressemblent à ce cheval, légères comme des arbres. Tu sais, ça me rappelle tous ces chevaux que nous avons vus pendant l'Exode, en liberté. C'est vrai qu'on a fait... Et les paysans qui partaient avec des charrettes. Oui, et ces charrettes et puis ces tracteurs ressemblaient à des chars antiques. Oui. Ça ressemblait beaucoup à ça. Et puis il y avait des avions au-dessus qui venaient pour tuer le monde, puis des gens qui criaient, et puis des gens qui s'engueulaient sur la route parce que le passage leur était pas réservé.
On rappelle de Oui, ça. oui, C'était oui, l'Exode. oui. C'était un voyage qu'on a fait ensemble. Et on espère faire un voyage À pied de Paris aux Pyrénées. meilleur, plus agréable que l'Exode, plus agréable aussi que un nouvel Exode pour aller, je ne sais où, vers la libération, vers la paix. C'est un chemin long, long. C'est pire que Tipperary, la paix. It's a long way to pay, Pax, Tipperary, tchum, boum, boum, atchoum. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Personne ne s'est penché, aucun historien ne s'est penché sur ce qu'a fait Prévert pendant la Résistance. Donc on n'a que des témoignages épars, et notamment le témoignage d'André Verdet, qui a écrit ses mémoires, et qui a dit très clairement comment et combien Prévert l'avait aidé. Prévert faisait du cinéma. Il avait donc des Ausweis, des laissez-passer qui lui permettaient de circuler, de passer de la zone nord à la zone sud, d'aller librement de la zone occupée à la zone nono, comme on disait, non occupée. Donc il était très utile. Durant l'hiver 1943, Prévert et Verdet apprennent que leur ami André Virel s'est fait arrêter par la Gestapo. Aussitôt, Prévert, Verdet, Mouloudji et Julien Davreux se rendent à l'hôtel Racine pour débarrasser une malle pleine de faux papiers laissés par Virel, qui, si elle était découverte par la Gestapo, signerait son arrêt de mort et celui de tout le réseau. Prévert et ses comparses parviennent à récupérer la malle, mais en route pour une autre planque dans le 15e, ils se font arrêter sur le quai du métro Sèvres-Babylone par un Allemand qui leur demande ce qu'elle contient. Prévert ne se démonte pas et répond sans sourciller « Grosse bombe, boum, boum ». L'Allemand, surpris, pense que Prévert est fou et s'en va. Ainsi, grâce au sang-froid de Prévert, Virel et tout le réseau sont sauvés. Il y avait une attitude résistante de toute façon. Jean Cocteau raconte dans son journal que Prévert, au moment où il travaillait donc dans le Midi, il écrivait dans un petit village sur les hauteurs de Nice, à Tourette-sur-Loup, il écrivait ses scénarios. Ses actes de résistance, déjà, c'était de faire travailler sous pseudonyme avec des prête-noms Joseph Cosma, le musicien, et Alexandre Troner, le décorateur. Donc il cachait 2 juifs à Tourette-sur-Loup, déjà. Bon. Et puis, il travaillait à Tourette quand il écrivait, puis il allait de temps en temps assister au tournage au studio de la Victorine à Nice. Et donc, il circulait, il se baladait. Et Cocteau, dans son journal, a témoigné de ce que faisait Prévert aux terrasses des cafés quand il était à Nice. Il abordait les gens très sérieusement, et puis il leur disait « Vous savez, le maréchal est mort ». Et il laissait un blanc, un malaise s'installer, et puis il ajoutait, après un petit silence, « Mais personne n'a encore osé lui dire ». En 1944, la victoire alliée est acquise. Mais Prévert ne se sent porté par aucune euphorie, à l'heure où soudain, tout le monde devient résistant et patriote. Prévert, à contre-courant, préfère dire une fois de plus son horreur de la guerre. Rappelle-toi, Barbara, n'oublie pas cette pluie sage et heureuse sur ton visage heureux, sur cette ville heureuse, cette pluie sur la mer, sur l'arsenal, sur le bateau l'ouessant. Oh, Barbara, quelle connerie la guerre! Qu'es-tu devenue maintenant? Sur cette pluie de fer, de feu, d'acier, de sang, et celui qui te serrait dans ses bras, amoureusement, est-il mort, disparu, ou bien encore vivant? Oh, Barbara, il pleut sans cesse sur Brest, comme il pleuvait avant, mais ce n'est plus pareil, et tout est abîmé. C'est une pluie de deuil terrible et désolée. Ce n'est même plus l'orage de fer, d'acier, de sang, tout simplement des nuages qui crèvent comme des chiens qui disparaissent au fil de l'eau sur Brest et vont pourrir au loin, très loin de Brest, dont il ne reste rien. En même temps, on m'a un peu reproché d'avoir dit « Quelle connerie la guerre !» alors que la guerre n'était pas finie. J'ai dit qu'il fallait peut-être attendre qu'une autre commence. Ça n'a pas changé. On peut t'expliquer naturellement. Les gens vous diront « C'est une sale guerre, c'est une bonne guerre,
ou c'est de bonne guerre, ou à la guerre comme à la guerre. On ne dit jamais à la paix comme à la paix. Un jour peut-être on dira cela. Mais puisque nous sommes à la télévision, ça ne paraît pas en prendre le chemin. Puisqu'en général, les actualités télévisées, ce n'est que massacre, sans arrêt, ou projet de massacre, c'est-à-dire nouvelles inventions fort intéressantes pour le progrès. Voilà. Prévert, que se faire publier n'a jamais intéressé, accepte finalement que ces textes écrits depuis le début des années 30 soient rassemblés et agencés par l'éditeur René Berthollet. Et le 10 mai 1946, un an après la fin de la guerre, Paroles, le premier recueil de poèmes de Jacques Prévert, sort en librairie. C'est un succès immédiat qui reste aujourd'hui sans égal dans la littérature française. C'était un souffle de liberté. En plus, on sortait de l'occupation. C'était pesant, quoi. La guerre, les restrictions. Tout d'un coup, Prévert, c'était une... Bon, il avait écrit des trucs avant, mais nous, on les a découverts qu'à cette époque-là. Et ça faisait partie de la libération, en fait. Il y avait les cigarettes américaines, les chewing-gums, et Prévert, il était dans l'eau. C'était magnifique. Hein. Je suis allée au marché aux oiseaux et j'ai acheté des oiseaux. Pour toi, mon amour. Je suis allée au marché aux fleurs et j'ai acheté des fleurs. Pour toi, mon amour. Je suis allée au marché à la ferraille et j'ai acheté des chaînes, de lourdes chaînes. Pour toi, mon amour. Et puis je suis allée au marché aux esclaves et je t'ai cherché, mais je ne t'ai pas trouvé, mon amour. La très grande force de Prévert, c'est d'avoir su transformer quelques phrases, quelques mots en quelque chose qui fait partie de votre vie. Quand vous l'entendez, vous savez que, voilà, à partir de maintenant, vous l'oublierez plus, vous l'identifierez quand vous l'entendrez. C'est en vous. Alors, moi, je vois Victor Hugo qui a eu ça parfois, cette qualité. Et c'est pas une qualité facile. C'est d'être tellement proche de certains sentiments qu'on trouve instantanément des mots qui vont faire en sorte que ça va pénétrer dans le cœur de tous les hommes. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis.